nouvelle interview podcast avec quelqu'un qui est cher à mon cœur et son papa est aussi cher à mon cœur. Je n'ai pas eu l'heure de connaître sa maman. C'est Anne Goscinny. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, vous êtes née en plein mai 68 à Paris. Vous êtes la fille de Gilberte et de René Goscinny. Vous les avez malheureusement perdus trop vite dans votre vie. Et vous êtes, c'est pas là-dessus que c'est plus intéressant, mais vous êtes devenu ayant droit d'un des artistes, et là c'est plus intéressant, qui pour moi est l'un des plus exceptionnels du XXe siècle. Pour moi, il est dans mon panthéon. Et d'ailleurs, exceptionnellement, je vais lire, parce que j'ai acheté ceci qui est un agenda Astérix de très belle qualité, et j'ai fait une dédicace moi-même en disant: en souvenir de René Goscinny, qui a peuplé mes jours et mes nuits de son imagination fertile, de son humour ravageur et de ses personnages attachants. Belle Voilà. dédicace. C'est pour dire que, voilà, recevoir Anne Goscinny, c'est plus qu'un honneur pour moi. On va juste parler en quelques mots de René Goscinny, mais pour les plus jeunes, je pense que même les plus jeunes aujourd'hui connaissent René Goscinny. René Goscinny, auteur d'Astérix, de Lucky Luke, d'Isnogoud, du Petit Nicolas et de tant d'autres personnages qui ont survécu et comment à leur auteur, et qui restent des personnages qui peuplent la vie et les songes des amoureux de la BD et des enfants. Alors vous-même, vous êtes auteur, vous avez publié plusieurs livres, plusieurs romans, et au-delà simplement de la gestion de l'héritage, on peut dire, ou des œuvres de votre papa, dont vous êtes la digne descendante. Vous êtes vous-même maman, vous avez plusieurs enfants, et vous êtes mariée avec un monsieur qui s'appelle Aymar du Châtenay. C'est ça. Et qui travaille avec vous. Vous travaillez tous les deux ensemble. On a monté ensemble une maison d'édition. Voilà. Qui fait beaucoup de choses aussi. Oui. Voilà, au-delà de la présentation, donc notre podcast il tourne autour de la question du bonheur. Et la première question que j'ai envie de vous poser, qui est la même question que je pose à tout le monde, c'est quoi pour vous la définition du bonheur ? Comment vous définiriez le bonheur ? Alors le bonheur, je me suis rendu compte en vieillissant, puisque dans un mois j'ai 56 ans, que c'était tout sauf un état constant en fait. C'est pas un encéphalogramme plat, c'est pas quelque chose sans pic qui monte et pic qui descendent, quoi, si on peut dire les choses comme ça, stalactite et stalagmite. Le bonheur, c'est d'abord des instants qui sont, en ce qui me concerne, en général tellement intenses qu'après coup j'ai du mal à les qualifier, j'ai du mal à en parler, j'ai du mal à les restituer. En gros, le bonheur pour moi, avant tout, c'est d'être n'importe où avec mes deux enfants, mon mari, pourquoi pas, bien sûr mon mari, mais mes deux enfants, Simon et Salomé, occupent la place centrale. Quand on est tous les trois dans un restaurant, tous les quatre a fortiori, mais je sais pas, quand on est tous les trois, il y a un truc en plus, comme j'ai perdu tout le monde très très jeune, le fait d'avoir moi-même mis au monde ces enfants, d'avoir créé ma famille, quand je suis seule avec eux, j'ai l'impression que je suis réparée de quelque chose, sans doute réparée des drames qui ont frappé mon enfance et mon adolescence et ma jeunesse. Et donc le bonheur avant tout, c'est quand je suis avec mes enfants. Mais le bonheur, c'est aussi les soirées d'été chez moi en Provence, avec mes meilleurs amis. Ma meilleure amie est une pianiste, une très grande pianiste. Donc on sort le piano droit et comme dans un film de Claude Sautet, on se réunit autour du piano et on chante des vieilles chansons françaises ou des moins vieilles chansons françaises ou des chansons tout court. Moi, il y a des chansons du folklore yiddish dont j'aime les sonorités. Donc le bonheur, ça va vous paraître être un poncif, mais c'est très sincère. C'est se retrouver avec les copains autour d'une bouteille de rosé, d'un piano, d'une guitare, pourquoi pas. L'été, le soir, ou l'hiver, le soir, en tout cas le côté festif qui est toujours, en ce qui me concerne, très souvent musical. Le bonheur, enfin, pas tout à fait enfin. Le bonheur, c'était aussi pour moi quand j'allais voir celle qui fut ma chanteuse préférée, mais au-delà de ça, qui fut certainement la femme de ma vie, qui s'appelait Anne Sylvestre, qui était une immense chanteuse. Et quand je dînais avec elle ou quand j'allais la voir en concert à la Cigale
ou à l'auditorium de Saint-Germain-des-Prés, ou à Bruxelles, ou en province, ou voilà. Quand j'étais assise dans la salle, qu'elle arrivait sur scène, qu'aux premiers accords joués par le trio de musiciennes qui l'accompagnaient, que les premiers accords résonnaient, je savais tout de suite, évidemment, comme tous les fans de tous les chanteurs du monde, quelle chanson il allait s'agir. Là, c'était le bonheur absolu aussi. Le bonheur, enfin, moi dont le métier est d'écrire, d'écrire pour les enfants, d'écrire pour les adultes, c'est quand je trouve la phrase juste, quand je trouve le mot qui sonne, quand je trouve la chute d'une de mes histoires pour les enfants, ou quand j'en trouve tout simplement la trame, ou quand tout d'un coup je trouve une formule dont je me dis qu'elle fera rire, qu'elle pourra être émouvante ou qu'elle fera sourire. Voilà, vous voyez, le bonheur chez moi est protéiforme, mais toujours lié à quelque chose de presque sensuel. Le bonheur, bien sûr, comme toutes les femmes, c'est les yeux d'un homme qui vous regarde, c'est pas très politiquement correct, mais qui vous regarde avec appétit. Mes amis féministes me diraient, mais tu as bu? Non, je suis au coca. Mais voilà, le regard d'un homme, le désir qu'on peut susciter, tout bien, tout honneur, bien sûr, ça peut être un des visages du bonheur. Vous faites le distinguo entre bonheur et joie, ou c'est le même concept pour vous? Non, moi j'ai beaucoup de mal à distinguer bonheur et joie. Puisque en fait tout ce que je viens de vous dire, on peut remplacer bonheur par joie, la joie d'être avec mes enfants, la joie d'être avec mes copains, la joie d'entendre Anne Sylvestre, la joie de séduire. Oui, sans doute sémantiquement parlant, je fais une énorme erreur, mais dans ma tête c'est un peu confus. Alors on l'a dit, vous avez perdu vos parents très tôt. Et du coup, j'imagine que votre souvenir d'enfance, celui qui vous remonte spontanément à la surface, remonte avant, évidemment, leur décès. Quoique, peut-être que vous allez me dire que c'est pas le cas, mais je pense que oui. Donc la question, tout bêtement, c'est quoi votre souvenir d'enfance, celui qui remonte spontanément à la surface, justement, quand vous voulez être heureuse, quand vous vous souvenez d'un moment de bonheur? C'est une question très compliquée à poser à un ancien enfant qui a vécu un choc traumatique. C'est-à-dire que par un mystère de l'inconscient, tous les moments de vie avant la mort de mon père sont très troubles, sont très flous, ils existent, ils sont là. En revanche, le choc a été tel que ma mémoire a imprimé tout ce qui s'est passé juste après. C'est-à-dire que bizarrement, je peux vous dire tout ce qui se passe le 5 novembre 1977 à partir d'environ midi. En revanche, je ne peux pas vous dire ce qui se passe avant. Le traumatisme a été tel qu'il y a un processus, je crois que ça s'appelle la dissociation. Qui s'est mis en place. Alors, évidemment, j'ai des souvenirs de mon père et moi et ma mère en Argentine, sur la place Saint-Martin. Enfin, j'ai des souvenirs de voyage, j'ai des souvenirs à Disneyland, j'ai des souvenirs. Mais tous ces souvenirs-là sont assez précis pour être racontés à l'écrit, parce que l'écrit permet de les embellir, les enjoliver, et finalement l'écrit permet de tromper le lecteur, mais à l'oral on ne peut pas tromper l'auditeur. Donc mes premiers souvenirs sont trop flous. Donc il n'y a pas de souvenir particulier de votre prime enfance? Il y a des souvenirs, mais fugaces, c'est-à-dire mon père et moi, avenue Paul Doumer, dans le 16e, le samedi, où on allait acheter... il y avait une épicerie russe à l'époque dans le 16e, où mon père achetait pour ma mère du saumon fumé, pour lui des harengs. Des souvenirs comme ça, mais qui sont pas emblématiques ni de lui ni d'elle, et pas intéressants. Et on rappelle, vous étiez fille unique? J'étais fille unique, oui. Et le problème, c'est aujourd'hui, ou peut-être depuis, quand vous voyez des archives, on a eu l'occasion de discuter à un moment donné d'une archive vidéo, quand vous voyez des archives ou qu'on vous renvoie des images de vous avec votre père quand vous étiez petite, ça n'éveille rien de particulier en fait. En fait, je me dis, j'ai donc été cette petite fille-là, avec ce si beau sourire, ces grands yeux, à laquelle la vie promettait tout. C'est-à-dire des parents qui s'aimaient follement, un père très star, une vie matérielle plus que confortable,
et une vie qui s'annonçait être merveilleuse. Enfin, les faits s'étaient penchés sur mon berceau. La suite montrera que l'une des fées était peut-être pas animée de très bonnes intentions. Ça s'est arrêté très vite. Elle est peut-être rouillée. Peut-être. Mais en fait, quand ma mère est tombée malade quand j'avais 8 ans, mais le premier cancer qu'elle a eu, je devais avoir 2 ans, elle avait 27 ans, c'était un cancer de la thyroïde. Donc toute mon enfance a été quand même marquée par ma mère malade. J'ai très peu connu ma mère en très bonne santé. Voilà, elle est tombée malade vraiment, son cancer du sein, j'ai 8 ans, on est en 1976. Et pour vos auditeurs, aujourd'hui, il faut bien recontextualiser les choses. Avoir un cancer du sein en 76, c'était la mort à moyen terme assurée. Voilà, aujourd'hui, évidemment, grâce à Dieu, c'est plus le cas. Mais à l'époque, quand mon père a appris que ma mère avait cette maladie, la phrase va vous paraître bizarre, mais il en est mort. Puisqu'il mourra 1 an après la révélation de la maladie. Il est mort d'inquiétude. Alors on l'a dit, votre vie c'est les livres. Vous êtes à la fois écrivain, auteur, et puis il y a toute la série des livres de votre papa. Mais vous avez aussi vous aimez aussi le cinéma, vous aimez aussi le théâtre. Et donc, si je vous demande quel est le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur que vous préférez et pourquoi? Compliqué comme question. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que chaque auteur, moi je lis beaucoup, je suis une grande lectrice, chaque auteur peut apporter quelque chose. Je pense que mon premier choc de lectrice, je dois avoir 10 ans, 11 ans, est un écrivain injustement, pas oublié, mais dont on parle plus assez, qui s'appelait Henri Troyat. Henri Troyat était un écrivain merveilleux, russe. Les Semailles et les Moissons. Voilà, Les Semailles et les Moissons. Il a écrit des sagas merveilleuses et des romans isolés, enfin voilà. Et je pense que j'ai découvert le bonheur de lire avec Henri Troyat. La comtesse de Ségur m'a toujours accompagnée et m'accompagne encore aujourd'hui. Et je connais son œuvre sur le bout des doigts. Après, j'ai eu l'immense bonheur, alors on parlait du bonheur, c'est le mot, de découvrir Dumas, de découvrir Victor Hugo, Eugène Sue, André Gide. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup j'associe André Gide à Eugène Sue, c'est aberrant. Albert Cohen, bien sûr. Oui, peut-être que le premier vrai choc littéraire, c'est Albert Cohen. Avec lequel? Avec Paul du Seigneur? Non, le livre de ma mère. Ah, le livre de ma mère. Sans doute. Ça, c'est un choc sismique, c'est-à-dire c'est un livre. Par moment, je me souviens, ce livre entre les mains, il fallait que je m'arrête pour reprendre ma respiration. Bon, ça c'est pour les livres. Dans le cinéma, j'ai une passion pour Jacques Demy, je ne peux pas la cacher, pour Claude Lelouch. Qui m'émeut systématiquement. Alors ces films sont plus ou moins réussis, voilà, mais son cinéma, même quand c'est moins bon ou moins réussi, m'émeut systématiquement. Je veux dire que la place que Claude Lelouch fait à la musique dans son cinéma, grâce notamment à Francis Lay, me touche énormément. C'est-à-dire que la musique de Francis Lay ne vient jamais paraphraser les images de Lelouch, elle vient élégamment les souligner. C'est-à-dire que c'est comme si on rajoutait des images, mais c'est de la musique, c'est du son. Donc Jacques Demy, Claude Lelouch, il y a un cinéaste dont j'aime beaucoup le travail qui s'appelle Stéphane Brisé, que vous connaissez forcément. Et lui, voilà, pareil, il a quelque chose de Lelouch aussi dans sa façon d'aborder les gens, l'humanité. L'humanité est au cœur de son œuvre. Voilà, j'ai eu ma grande période Jean Cocteau. J'ai été passionnée par l'Orphée de Jean Cocteau. Je crois que c'est un des premiers films que j'ai vu en pleine conscience. Et notamment, je me souviens de cette réplique de Jean Marais qui dit à Maria Cazares, il dit mais pourquoi pour aller dans le royaume des morts, il faut passer à travers les miroirs? Et Maria Cazares, qui interprète magistralement la mort, lui dit cette phrase qui m'a beaucoup frappée. Elle lui a dit: regardez-vous toute votre vie dans un miroir et vous verrez la mort travailler.
Et cette phrase, je sais pas, je dois avoir 12-13 ans. Je m'en souviens, et quand j'ai montré ce film à ma fille, qui est une grande cinéphile et une future sans doute très grande cinéaste, voilà, je lui ai dit là, on atteint une espèce de quintessence de la beauté verbale, de la beauté des images, de la beauté de Jean Marais aussi. Enfin, et voilà. Mais enfin, moi, je suis. Et puis pour le théâtre, indépendamment des classiques qui sont plus ou moins heureusement aujourd'hui remis au bout du jour, j'ai pas de coup de foudre. J'ai souvenir de la première fois que je suis allée voir, et je l'ai vu plusieurs fois après, la pièce Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est quand Freud rencontre Dieu. Et ma mère allait mourir quelques semaines après la première fois que je vois cette pièce. Et à l'enterrement de ma mère, j'ai cité une petite partie du texte d'Éric Emmanuel Schmitt. Voilà, pour moi, Le Visiteur, c'est un très 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 grand texte de théâtre. Et il est d'ailleurs régulièrement monté à Montparnasse. Enfin, je crois qu'Éric Emmanuel Schmitt a un théâtre. Et il est régulièrement monté. Et j'ai emmené Salomé, ma fille, le voir. Et on a acheté le texte. Et ce texte vraiment exceptionnel. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans la vie, sous-entendu pour être heureuse? Alors, je veux jamais me priver, évidemment de mes enfants, mais c'est tellement bateau qu'on va oublier cette réponse qui n'a pas d'intérêt, ça va de soi. Je veux jamais me priver de copains, de vin, sans en abuser bien sûr, et de plaisirs aussi qui peuvent paraître petits, mais qui sont les meilleurs. Traverser le pont de Grenelle le dimanche en fin d'après-midi pour aller au cinéma, arriver un peu en avance, boire un Perrier en regardant la scène, ressortir du cinéma, reprendre le pont de Grenelle, regarder le coucher de soleil, remonter dans mon vieux 16e. Voilà, ça c'est un plaisir qui n'a aucun intérêt, mais qui est un de mes grands plaisirs de la semaine. C'est une somme de petits plaisirs qui... Exactement, ou bien rentrer chez moi après une journée fatigante, m'allonger et reprendre le livre que je suis en train de lire. Ou pourquoi pas, regarder une série, mais j'avoue que j'ai un peu plus de mal avec l'écran. Voilà, retrouver mes copains, déjeuner avec les copains, dîner avec eux, être un peu, entre guillemets, c'est un drôle de mot qui n'existe pas, être un peu défiltré tout d'un coup, ne plus me débarrasser du vernis social et mondain, même si je suis tout sauf une mondaine. Et puis tout d'un coup être sincère et dire sans le filtre de la peur de ce qu'on va en penser, quelque chose que je pense. Alors on l'a dit, vous êtes une amoureuse de la littérature, des auteurs et des mots. Si je vous demande comme ça spontanément, c'est quoi le mot que vous préférez dans la langue française? Ou bien celui auquel vous pensez instantanément là, à l'heure où je vous pose la question? Éternité. Éternité, expliquez un petit peu. Alors je sais pas pourquoi c'est celui-là qui vient. Sans doute... Peut-être parce que vous en avez été privé justement par rapport à vos parents. Oui, et puis quand j'ai réalisé que mon père était mort pour l'éternité, c'est-à-dire l'éternité c'est une espèce de concept sans terme finalement. Il a fallu que je me la représente cette éternité. Mon père, dans mon imaginaire d'enfant, voguait dans une espèce de nuage où il finirait jamais d'être et il serait plus jamais avec moi. Donc il fallait que moi petite, c'est la petite fille qui parle, que moi petite j'aille m'inscrire dans son éternité puisque lui viendrait plus à moi. Et donc cette éternité, en presque 47 ans de vie sans lui, il a fallu que je l'apprivoise et que je lui dise un jour je vais arriver moi aussi dans ton éternité. Vous savez ce que dit Woody Allen de l'éternité? Oui, c'est long, surtout vers la fin. Voilà. Oui. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Alors mon hymne
parce qu'on peut bien parler d'un hymne. C'est une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle Les gens qui doutent. Exactement. J'aime les gens Très qui belle doutent. Voilà. Ils voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes en hiver, leurs printemps en hiver. Voilà. Donc moi je suis quelqu'un qui doute de moi, qui ne doute pas des autres, jamais, pas assez, sans doute, mais qui doute de moi en permanence. Je me réveille en doutant et je m'endors en doutant. Et entre les deux, je doute. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Je pense pour le manque de sincérité, quand le manque de sincérité est là pour ne pas blesser. Je suis toujours très indulgente quand on ne dit pas la vérité pour pas faire de mal. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui, sous prétexte d'être sincères, d'être cash, d'être utiles, vous balancent en pleine figure. T'as pas un peu grossi, t'as pas un peu vieilli, t'as l'air fatigué. Ton livre, il est moins bon que le précédent. T'as encore de l'imagination? Moi, je suis l'inverse de ça. Je préfère recouvrir ma sincérité d'un voile, non pas un voile de l'hypocrisie, pas du tout, mais d'un voile qui est là pour ne pas blesser. Je déteste blesser. Je blesse pas, moi. On peut, de manière très stéréotypée, séparer la population entre les optimistes et les pessimistes. On est dans un pays globalement particulièrement pessimiste, on est le 3e pays le plus pessimiste du monde. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Qu'est-ce qui vous rend optimiste en général? Et qu'est-ce qui vous rend optimiste en particulier pour l'avenir, pour celui de vos enfants? C'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué en ce moment avec ce qui nous arrive, c'est très compliqué en ce moment. C'est très compliqué comme question. Moi, c'est une question générale et je vais répondre de façon personnelle, donc forcément la question je la réduis. Enfin, moi, ce qui me rend optimiste, c'est que toujours il y aura des livres merveilleux à lire et à découvrir, toujours il y aura des films magnifiques à découvrir. Et je pense aussi que ce qui me rend optimiste, alors c'est un mot qui a été trop galvaudé, c'est un mot dont on s'est trop servi à tort et à travers, mais c'est le concept magnifiquement inventé par Boris Cyrulnik, qui est celui de résilience. C'est-à-dire que je pense que de chaque drame, on peut faire une œuvre, on peut se nourrir pour grandir. Alors je ne sais pas si c'est une définition de l'optimisme un peu ashkénaze sans doute, mais voilà, il y a des drames dont on ne se remet pas et je sais vraiment de quoi je parle. On peut arriver à les contourner, à tourner autour pour les apprivoiser, pour s'en saisir, pour mieux les rencontrer et éventuellement en faire une œuvre. Qu'est-ce qu'on peut tout simplement vous souhaiter pour les prochains mois? Et j'aurais envie de rajouter un peu de potion magique pour l'interrogation. Alors les prochains mois, en ce qui me concerne, vont être heureusement denses, puisque j'ai 2 livres qui sortent. Le 9e volume des aventures de Lucrèce, cette petite héroïne que j'ai inventée avec la dessinatrice Catel, le monde de Lucrèce, donc le volume 9 sort le 4 septembre ou le 5, et mon 8e roman chez Grasset, qui sort en octobre. Donc j'ai pas encore le titre, je l'aurai ces jours-ci et je vous le donnerai. Donc pour moi les mois qui viennent vont être denses et l'année, moi je raisonne encore en année scolaire, c'est-à-dire mes enfants ils sont grands évidemment, mais ils ont 21 et 23 ans, donc je suis plus soumise à l'année scolaire. Pourtant jusqu'à la fin de ma vie je crois que je vais raisonner en année scolaire. Donc pour moi cette année scolaire à partir de septembre, donc de septembre à juin, a été particulièrement difficile puisque la mère de mon mari nous a quittés hélas en novembre et que le livre qui sort en octobre a été refusé 2 fois. C'est-à-dire mon éditeur, ce qui m'était jamais arrivé en 25 ans de métier, mon éditeur me l'a fait écrire 3 fois. Ah oui. Et 3 fois Grasset ou vous avez changé d'éditeur? 3 fois Grasset. Donc Grasset a accepté la 3e version en disant voilà, là on y est. Ah oui. Et on parlait de bonheur tout à l'heure.
quand j'ai reçu le mail de Grasset me disant « cette fois-ci, c'est très bien, et bien sûr on publie », là j'ai vécu une espèce de bonheur, de joie intense. Et moi, quand je suis très heureuse, bizarrement, je ne suis pas comme les autres sans doute, je pleure. C'est ashkénaze, ça. Oui, c'est très ashkénaze. Par exemple, quand je suis très bien avec mes enfants, quand il y en a un des deux qui me fait rire, je pleure. Alors je ne sais jamais, mais je suis la fille d'un grand humoriste. Ce qui vient d'abord, c'est quand on dit on rit aux larmes, en ce qui me concerne, ce qui vient d'abord, les larmes ou le rire ou les larmes, je sais pas. Mais dans les moments d'intense bonheur avec mes deux enfants, ils sont tous les deux très drôles, chacun à leur façon, j'ai souvent des larmes qui viennent en me disant mais quel dommage que mes parents n'aient pas connu ces deux merveilles. Voilà. Eh bien écoutez, c'est une très très belle conclusion et on vous souhaite le meilleur et on vous souhaite une très belle année, Anne Goscinny. Merci beaucoup. Alors, comme on a adoré cette interview avec Anne Goscinny, on lui a posé 2 questions bonus. Question bonus à Anne Goscinny. Si je vous demande quel est le personnage créé par votre père qui vous donne le plus de joie? Oula, là c'est très compliqué comme question parce que vous me mettez en position de juger mon père. Donc ce que je suis incapable de faire. En revanche, certains de ces personnages me réjouissent parce que ils participent du même processus, du même procédé de fabrication. Je pense par exemple à Avrel Dalton. Je pense à Rantanplan. Les idiots. Les idiots. Je pense à Obélix qui n'est pas un idiot, qui est une espèce de presque de personnage enfantin, un peu autiste, enfin qui est dans son monde. Mais il y a certaines répliques d'Avrel, des Dalton en général ou de Rantanplan. Quand Rantanplan ne reconnaît pas Lucky Luke par exemple, quand il dit mais ce cowboy il me suit depuis tout le début de l'aventure, mais qui sait déjà, ça me réjouit. Après il y a ce fameux petit Nicolas avec lequel j'ai une proximité bien sûr, j'en suis devenue l'éditrice, mais au fur et à mesure de ma vie qui avance, je me suis sentie proche de lui d'abord, comme d'un frère, et puis aujourd'hui je suis proche de lui comme une mère, enfin comme si je devais veiller sur lui, et puis un jour, j'espère, je ressemblerai à sa fameuse grand-mère qu'il appelle Mémé, qui le couvre de bisous et de cadeaux. Je me vois tout à fait moi en grand-mère gâteuse de mes petits-enfants que je ne manquerai pas d'avoir. Plus qu'en Mad Dalton. Oui, Mad Dalton, c'est un personnage merveilleux, mais plus anecdotique. Je trouve que mon père excelle dans Les Imbéciles. Par exemple, dans Is No Good, le calife Haroun el-Poussa, qui voit pas qu'Is No Good veut sa peau et qui est plein de loucous, mais sur ses coussins incroyablement dessinés par Jean Tabarly. Lui aussi me réjouit, quoi. Enfin, mon père avait l'art de donner la parole aux imbéciles en les rendant attachants. On leur en veut jamais à ces imbéciles d'être imbéciles, au contraire on en voudrait encore plus. Pour attacher à notre thématique des imbéciles heureux, en fait. Oui, des imbéciles heureux. Et puis mon père est le scénariste d'un film culte qui s'appelle Le Viager, avec Pierre Tchernia à la réalisation. Et c'est vrai que la famille Galipeau qui explique à Michel Serrault qu'il achète cette petite maison en Viager, puisqu'il table sur le fait que Michel Serrault va mourir assez rapidement. Finalement, c'est des imbéciles aussi, ces gens-là. Ouais. Et je trouve que mon père, dans la façon dont il manie les imbéciles, est un génie. C'est un génie. Et franchement, aujourd'hui, il aurait beaucoup à dire. On l'a dit, on l'a répété, l'humour était au cœur de la vie et de la démarche de René Goscinny. Est-ce le cas aussi pour vous? Et qu'est-ce qui vous fait le plus rire dans l'existence? Qu'est-ce qui vous fait exploser de rire? Alors on a dit que vous pleurez des fois quand il faut rire, mais qu'est-ce qui vous fait le plus rire dans l'existence? Indéniablement et sans réfléchir, de façon très spontanée, mes deux enfants. C'est-à-dire qu'ils sont chacun armés d'un humour très différent l'un de l'autre, mais ils ont ce troisième degré sur la vie et sur eux-mêmes. Ils ont déjà, alors qu'ils sont très jeunes, ils ont 21 et 23 ans, ils ont ce recul que parfois des gens mettent une vie et encore à réussir à avoir. Eux, depuis qu'ils sont petits, ils ont ce recul sur eux-mêmes, sur moi, sur les gens qui les entourent,
et un recul qui n'est jamais méchant. C'est ça aussi qui caractérise l'humour de mon père et le nôtre, familial, c'est que voilà, on se moque pas. On se moque pas aux dépens d'eux. On se moque, les seules personnes aux dépens desquelles nous nous moquons, les enfants et moi, c'est nous-mêmes. Mais on ne fait pas de mal, on ne blesse pas. On ne blesse pas. Mais parfois il m'arrive c'est vrai que j'ai du succès avec ma série pour enfants ados, Le Monde de Lucrèce, et si par hasard je me prenais la grosse tête, je peux vous dire qu'elle dégonfle immédiatement, parce qu'avec eux c'est pas possible.